L'agriculture n'est pas faite pour être faite, excuse-moi la tautologie, de façon industrielle. Elle est faite pour être pratiquée avec du vivant. Je peux répéter? L'agriculture, je parle ici de l'agriculture qui est faite pour la consommation humaine, parce qu'à la base, l'agriculture, c'est pour nourrir les humains, nourrir les hommes. Oui, nourrir même aussi les animaux. Mais elle n'est pas faite pour être pratiquée de façon industrielle, elle est faite pour être pratiquée, et c'est une tautologie, hein, de façon de produire avec du vivant. Le vivant ici, c'est quoi? Je sais que quand je dis vivant, beaucoup sont perdus. Beaucoup se posent la question, mais Thierry, mais qu'est-ce que tu appelles le vivant? J'ai dit l'agriculture, c'est la science. L'agriculture, c'est la biologie. L'agriculture, c'est la chimie. L'agriculture, c'est l'environnement. L'agriculture, c'est la biodiversité. C'est la macrofaune, c'est la microfaune. C'est ça le vivant. Et le vivant ici, c'est tous ces bêtes que tu vois. C'est les scorpions, les fourmis, les mille-pattes, les escarabées, les champignons qui sont les mycéliums, où on dit communément chez nous au Cameroun le cocombiaco. Le cocombiaco. C'est les oiseaux, c'est les rats, les agoutis, c'est les serpents, c'est les abeilles. C'est ça le vivant en fait. C'est nos eaux. Un agriculteur doit se soucier de la qualité de ses eaux. C'est l'eau, c'est le sol. Tu vois, c'est ça. Un agriculteur, un bon, doit avoir la main dans la terre. Un agriculteur, un bon, c'est un médecin, doit produire les produits de qualité, avec des qualités organoleptiques, je veux dire, de qualité, afin de pouvoir nourrir, je veux dire, le consommateur, afin que le consommateur puisse manger un produit de qualité. Il faut aussi comprendre que l'agriculture, c'est le terroir. On ne cultive pas à tort et à travers. On ne vient pas forcer la nature parce qu'on vient d'être avec les produits de synthèse, produits, certains légumineux, certains légumes, certains céréales ou d'autres, certains, je veux dire, arbres fruitiers, pour le plaisir de produire. Les plantes s'adaptent sur les sols par rapport au terroir, par rapport à la qualité des sols, par rapport... Donc tout ça, c'est des qualités que tu dois d'avoir et tu te dois de fonctionner en harmonie avec l'environnement, en respectant l'environnement. Donc la question que je vais poser là maintenant, quand tu regardes autour de toi, quand tu vois aujourd'hui des pluies diluviennes, les tremblements de terre, tu vois la sécheresse, le changement climatique qu'il y a. Pour toi qui es en Occident ici, qui est de la diaspora, regarde, dans ton pays, quand il pleut pendant 2 heures, tu as l'impression qu'il a plu pendant 2 mois, 3 mois, les inondations. Regardez ce qui s'est passé à Dubaï, les inondations qui n'ont pas de nom, des catastrophes comme ça naturelles, les grêles, les vents violents, les départs de feu. C'est ce qu'on appelle le changement climatique. Tout ça, c'est dû à notre mode de production, à notre mode de consommation. En Afrique, c'est en train de faire des ravages. La sécheresse, lorsque tu vas mettre une semence aujourd'hui, tu n'es même pas sûr que ça va t'aider, que justement il y aura de levée parce que la sécheresse bat son plein. Le changement climatique est là, on n'a plus le contrôle sur les météos. Dans certains coins d'Afrique, il faut comprendre qu'on a des déportés aujourd'hui par rapport au climat. Les gens quittent les régions par rapport au réchauffement climatique parce que dans certaines régions d'Afrique, on ne peut plus produire, on ne peut plus cultiver, on ne peut même plus faire l'élevage dû à la chaleur, dû à la sécheresse, parce que la nappe phréatique est sèche, parce que les sols sont arides, on ne peut pas produire. Donc en tant qu'agripreneur, on se doit, c'est-à-dire que justement de penser à tout cela. Moi, c'est comme ça que j'ai pensé, c'est pour ça que le nom, la chaîne porte le nom de agripreneur et visionnaire. C'est pour ça que tu me vois, je valorise et je vulgarise les produits du terroir. C'est pour ça que tu me vois, je partage avec toi des pratiques respectueuses de l'environnement, respectueuses du bien-être du consommateur, respectueuses du bien-être du producteur. C'est pour ça que je valorise le terroir.
C'est pour ça que je mets l'accent sur la qualité de la semence. C'est pour ça que je vois les semences locales, les semences paysannes, parce que c'est la qualité de la semence qui est à la base de tout. C'est pour ça que je valorise ici le fait qu'on puisse, je veux dire, apporter de la plus-value sur l'ensemble de nos chaînes de valeur. C'est pour ça que j'insiste ici qu'on se doit, nous-mêmes aujourd'hui, de pouvoir apporter les normes sur l'ensemble des chaînes de valeur que nous produisons, sur l'ensemble des techniques culturelles que nous pratiquons. C'est pour ça que je demande aujourd'hui de labelliser nos sols, qu'on ait des AOP, des IGP, des AOC. Quand il s'agit de l'agriculture, qu'on ait des labels, parce que c'est très important, les normes. Mais comprendre aujourd'hui aussi que pour les personnes qui sont là à dire non, on ne peut pas te dire qu'aujourd'hui, pouvoir aller produire de façon artisanale, on ne peut pas aujourd'hui aller continuer à faire l'agriculture avec la houe. On se doit de mécaniser notre agriculture. On se doit d'aller produire sur des grosses superficies parce qu'il faut nourrir la population. À ces personnes, je pose la question. Vous comptez sur quoi? Vous vous basez sur quoi? Avez-vous les moyens de votre politique? Ici, en Occident, ils ont pensé leur modèle. Et ce modèle d'agriculture aujourd'hui intensive, mécanisé, sur la monoculture, accompagne la chimie, est à bout de souffle. C'est un modèle qui a commencé à marcher dans les années 1950. Ils l'ont fait parce qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il fallait que justement produire abondamment afin de pouvoir nourrir la population. Mais il s'est avéré que même ce modèle-là aujourd'hui, ce n'est pas en train de faire ses preuves. Si ça marchait, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de faim dans le monde. Mais c'est un modèle qui s'est avéré plutôt que, au lieu de faire cette agriculture qui permet de nourrir la population, qui nous permet de nourrir l'être humain, on a plutôt pensé vers une agriculture aujourd'hui chimique, en pensant à plus de profit. Donc on amène plutôt les personnes aujourd'hui à aller produire, afin d'aller plutôt faire d'autres produits dérivés. Vous savez aujourd'hui dans le monde occidental, où ils ont fait la révolution, c'est-à-dire que sur le plan agraire, ils ont fait la révolution, c'est-à-dire que technologique, ils ont fait la révolution scientifique, ils ont aujourd'hui des industries. Donc ça fait que les matières premières, aujourd'hui qui sortent du secteur tertiaire qui est l'agriculture, du secteur primaire, autant pour moi, qui est l'agriculture, servent aujourd'hui à faire plutôt d'autres produits dérivés. Ça va faire que l'énergie, l'éthanol par exemple, au lieu du pétrole, on aura l'éthanol, on aura de l'électricité à partir de la matière première agricole. On pourra se lancer dans la cosmétique, on pourra avoir comme ça énormément de produits dérivés au détriment par exemple d'un légume comme la tomate qu'on va manger. Tu vois que grâce à la tomate, on peut faire plusieurs produits dérivés. Mais le problème c'est quoi? Lorsqu'on se lance maintenant sur le plan industriel, ce que tu dois comprendre, c'est que lorsqu'on dit industriel, ça demande des grosses superficies, ça demande qu'on déforeste, qu'on abatte des arbres. Et comprendre aujourd'hui que les raisons du réchauffement climatique ou du changement climatique, c'est parce qu'il n'y a plus d'arbres. Tu dois t'interroger sur le rôle de l'arbre. L'arbre a un rôle très capital. Il faut observer la nature. Ce n'est pas pour rien que Dieu, appelle le Allah, appelle l'univers. Lorsqu'il a créé, je vais dire, notre environnement, il a mis les arbres. L'arbre, c'est le poumon. C'est grâce aux arbres qu'on respire de l'air pur, l'oxygène. L'arbre, c'est un filtre naturel. C'est l'arbre qui permet de séquestrer le carbone que tu vois. C'est grâce à l'arbre, l'arbre apporte un microclimat. C'est l'arbre qui apporte la pluie. C'est pour ça que tu vois chez nous en Afrique, dans les zones tropicales, il pleut beaucoup plus. Et tu vois qu'aujourd'hui, les parties du monde qui soutiennent encore, qui font encore qu'on puisse respirer, ce sont nos forêts primaires. Tu as la forêt du bassin du Congo, tu as la forêt amazonienne, bien qu'on soit aujourd'hui en train de détruire cette forêt-là, tu as la forêt amazonienne, tu as la forêt de Bornéo. C'est ce qu'on appelle les forêts primaires.
Forêts primaires, pourquoi? C'est les forêts dans lesquelles il n'y a pas eu d'intervention humaine. Donc, c'est les forêts naturelles. Donc, quand je dis forêt primaire, il ne faut pas me dire que tu as le bois de Vincennes, le bois de Boulogne. Ça, c'est des arbres que les gens ont plantés. C'est des arbres, on appelle ça forêt secondaire. Ça n'a rien à voir. Donc, quand je dis bassin du Congo, c'est des forêts primaires, c'est millénaire. Il n'y a pas eu d'intervention. Et tu vois que là-dedans, il y a de la vie. Et lorsqu'on fait des études, on se rend compte que ces forêts-là se reposent sur du sable, en fait. La forêt amazonienne se repose sur du sable. Et qu'est-ce qui explique que la vie soit luxuriante là-bas, qu'il y ait des arbres qui sont millénaires? C'est parce que tu as dit que ces arbres-là produisent du carbone. Les feuilles qui tombent, les branches qui tombent, les troncs qui tombent et pourrissent créent du carbone et ça permet en sorte que les arbres poussent. Et ces arbres-là, c'est des filtres naturels. Parce que tu as dit qu'il y a un cycle comme ça. Voilà, l'arbre qui monte, qui fait des fruits, les fruits qui tombent, les fruits qui pourrissent, et ça séquestre comme ça le carbone. Il y a un circuit fermé. Donc ça ne laisse pas passer ça ne laisse pas passer, que je veux dire, les matières, c'est-à-dire que justement, c'est-à-dire que chimiques, dans les cours d'eau. Tu verras que là où il n'y a pas eu d'intervention humaine, là où les arbres sont encore millénaires, les cours d'eau sont de qualité. Les cours d'eau sont clairs, propres. Lorsque tu regardes, tu peux voir la profondeur. Mais là où il y a une intervention humaine, là où on est devenu déforesté, tu verras que les cours d'eau, lorsqu'il pleut, regarde la couleur des eaux. Je t'ai fait une vidéo lorsque j'étais à Bordeaux. Je t'ai montré comment le cours d'eau, le fleuve, était jaune parce qu'ils perdaient leur matière organique, ils perdaient leur sol. Ça, c'est les conséquences de l'agriculture industrielle. Parce que lorsque tu viens labourer à chaque fois, tu viens retourner la terre et qu'il pleuve, il y a ce qu'on appelle le ruissellement. Il y a l'érosion. Ça vient éroder ton sol. Donc, toute la matière organique disparaît. Et il faut comprendre que la matière organique qui permet que la plante s'épanouisse, c'est 10 cm. 10 mm. C'est 10 mm. Donc, tu vois que les 10 mm, les 10 cm qui sont là, lorsque tu viens donc retourner la terre à chaque fois avec ton tracteur et qu'il pleuve, tu casses les agrégats. Et quand il pleut, il y a ruissellement, ça apporte ta bonne terre. Et c'est ce qui fait en sorte que on soit dépendant des produits chimiques, de l'engrais, des fongicides, des nématicides, des raticides, de l'herbicide. Mais tout ça, c'est sans conséquences. Ça a des conséquences énormes. Je viens de te dire, conséquences sur le plan de la biodiversité. Lorsque tu pompes ça, ça tue toute la biodiversité. Ça tue les champignons qui sont les mycéliums. Il faut comprendre qu'un champignon que tu vois là, ça vit en symbiose avec l'arbre ou avec la plante. Puisque le champignon, tu as vu, lui, il n'a pas de feuilles. Il ne fait pas de photosynthèse. Donc, il est comme ça en symbiose avec l'arbre. Tu verras tout que le champignon vient se greffer à côté de l'arbre. Donc, l'arbre qui a les feuilles, qui fait la photosynthèse, qui capte la lumière, et par cette lumière-là, crée la sève. L'arbre nourrit, c'est-à-dire que le champignon avec la sève, et le champignon, en retour, fait quoi? Le champignon, lui, il a des filaments. Si tu es un peu curieux ou curieuse, quand tu marches dans ton sol, quand tu as un sol vivant, tu verras des petits filaments, des filaments, qui peuvent aller comme ça à plus d'un kilomètre. Donc, avec les filaments des champignons, le champignon peut aller chercher de l'eau, peut aller chercher de l'azote, peut aller chercher du phosphore, de la potasse, de manganèse, afin de pouvoir aussi nourrir l'arbre. Donc, tu vois que ça fonctionne comme ça en symbiose. Donc, quand tu n'as pas l'arbre sur ton terrain, parce que pour pouvoir produire les champignons, c'est le carbone. Donc, il faut les feuilles d'arbres qui tombent, qui meurent, qui sèchent, qui pourrissent. Il faut les branches qui pourrissent parce que c'est le champignon qui vient détruire le carbone. Donc, quand tu n'as pas d'arbre, tu n'as pas ce système-là. C'est ce qu'on appelle le système des agrégats. Donc, le sol se colle. Le sol est un peu comme... des fois, tu penses que quand tu marches au sol, c'est comme si le sol était collé. Il y avait de la colle au sol. Donc, tu vois, les feuilles entre elles sont collées. Les feuilles sont collées. Tu as la terre collée. Ça crée des agrégats. C'est les champignons.
Tu as aussi ce magnifique travail de vers de terre, de laboureur, qui lui, il vient brasser. Tu vois, donc vient brasser. Il y a des vers de terre qui sont de surface, d'autres vers de terre qui sont de profondeur. Tu as des vers de terre qui mesurent des fois de 1 mètre, même 1,5 mètre. Donc ça te fait des galeries de plus d'1 mètre, de 2 mètres en profondeur. Ces galeries-là vont permettre à tes racines de pénétrer. Les racines de tes arbres sont capitales. Pourquoi? Parce que ça vient décompacter le sol, ça vient perforer le sol. Les racines des arbres vont des fois à plus des fois de 100 mètres de profondeur. Tu vois, 100 mètres de profondeur, ça permet de décompacter le sol, ça permet de casser, c'est-à-dire que la roche, broyer ces roches-là, qui va se transformer, c'est-à-dire en nutriments pour ta plante. Parce qu'il faut comprendre que les nutriments, c'est quoi? C'est les roches. Hein. Le fer, le zinc, le cuivre, le manganèse, c'est les roches. Et le travail des arbres, c'est de broyer justement ces roches-là, de décompacter le sol, d'aérer ton sol. Il faut comprendre que ton sol a besoin d'oxygène. C'est oxygène qui va pénétrer. Donc, quand tu ne sais donc pas ça, et que tu vas utiliser la mécanisation, telle que son défaut, c'est quoi? C'est que ça vient compacter ton sol. Tu viens déjà d'abord dessoucher, il faut dessoucher tous les arbres. En dessouchant tous les arbres, tu vois que tu perds les avantages qu'ils viennent de partager, la biodiversité, les oiseaux. Où est-ce que les oiseaux vont s'abriter? On fait le constat aujourd'hui qu'en termes de biodiversité, on a perdu énormément de biodiversité. On n'a plus d'oiseaux. Certaines espèces d'oiseaux ont disparu à cause des manques d'arbres. On a plus que on est en perte des abeilles. Parce qu'à force de venir pomper tes produits chimiques, à force de venir pomper que les insecticides, ça détruit les abeilles. À force de verser de l'engrais, quand tu n'as pas dans des arbres, parce que l'avantage avec les racines d'arbres, c'est que lorsque tu viens même verser les engrais et qu'il y a des arbres, les racines des arbres séquestrent cet engrais en profondeur. Ça évite que l'engrais aille dans la nappe phréatique. C'est la science, les amis. Donc maintenant, je vais t'expliquer pourquoi le modèle d'agriculture industrielle, je déconseille. Une fois que j'ai expliqué ça, tu comprends pourquoi on se doit plutôt d'aller aujourd'hui vers un autre modèle. Tu comprends pourquoi tu te dois d'aller vers une agriculture qui respecte l'environnement, qui respecte la biodiversité. Ici, on n'est pas dans les slogans. Les faits sont là. Il faut comprendre que dans l'agriculture industrielle, pour produire une tomate, regarde, une tomate comme ça, pour produire un légume comme celui-là, le concombre, comme ça, pour produire le poivron, pour produire un fruit comme ça, il faut 6 calories de pétrole. Pour produire, tu vois, un fruit comme la tomate, il faut 6 calories de pétrole. Qu'est-ce que j'entends par 6 calories de pétrole? Ça veut dire qu'il te faut le pétrole déjà, parce que dans l'agriculture industrielle, c'est mécanisé, il faut la mécanisation. Et la mécanisation, ça va avec le pétrole. Il te faut de l'engrais, c'est une dérivée du pétrole. Il te faut des fongicides, il te faut des insecticides, il te faut des raticides, il te faut... Qu'est-ce qu'il te faut encore? Il te faut de l'eau. Il te faut de l'eau à outrance. Donc c'est pour ça que tu m'entends te dire que l'agriculture, c'est un pôle qui pollue énormément. L'agriculture industrielle, c'est un pôle qui pollue énormément. Ça demande énormément d'eau. Et quand on sait aujourd'hui que le changement climatique est dû à quoi? Est dû au manque d'eau dans la nappe phréatique. Dans certains coins du monde, il y a des restrictions d'eau. Comment tu vas aller faire l'agriculture aujourd'hui industrielle quand tu n'as pas d'eau? Toi, en Afrique, est-ce que tu peux te dire qu'aujourd'hui, pouvoir être autonome sur le plan de l'eau, parce qu'il faut irriguer. J'ai dit, une tomate, c'est 6 calories de pétrole. C'est pareil pour l'élevage. Pour faire 1 kilo de viande, il faut 15 millilitres d'eau. Pour faire 1 kilo de viande, je répète, il faut 15 millilitres d'eau. Tu vas ouvrir les yeux et dire, mais Thierry, comment tu peux dire pour faire 1 kilo de viande de vache, il faut 15 millilitres? Je vais t'expliquer. Une vache adulte, c'est 150 kilos. Quand je dis 15 millilitres pour 1 kilo, je pars de la naissance, de sa consommation, de la naissance jusqu'à l'âge adulte. J'inclus aussi
la production des céréales, parce qu'il faut comprendre que la vache consomme quoi? La vache va consommer le soja, ça va consommer, c'est-à-dire que le maïs et certains minéraux qu'on va mettre. Donc pour la production, c'est-à-dire que de ce maïs et de ces céréales, et du blé, ça demande d'être irrigué. La vache elle-même, sa consommation en eau jusqu'à sa vie adulte, lorsqu'on fait ces calculs, pour 1 kg de viande de vache, il faut 15 000 litres d'eau. Est-ce que tu vois, c'est-à-dire que la consommation, et quand on sait qu'ici en Occident, dans certains pays comme en Hollande, il y a des personnes comme ça qui ont des fois 500 vaches. Est-ce que tu vois un peu? 500 vaches. Aux États-Unis, il y a des personnes qui élèvent 1000 vaches. Est-ce que tu vois le stress en termes de stress hydrique? Quand je dis 1 kg, 15 000 litres, imagine une personne donc qui a comme ça 1000 vaches. Imagine les personnes qui sont sur 1000 hectares, 2000 hectares, 10 000 hectares en termes de consommation d'eau, en termes de pesticides. Parce que tous ces pesticides vont se retrouver dans la nappe phréatique. Regarde les dégâts en termes de qualité d'eau. Et ces eaux-là, nous les buvons. C'est pour ça que je dis que chez nous en Afrique, on ne peut pas faire. Donc, eux ici en Occident, ils ont vu les dérives. Et ils ont, c'est-à-dire que, mis certaines réglementations. Il y a des normes. Tu ne peux pas aller produire de façon industrielle ici sans respecter les normes. C'est pour ça que tu vois les agriculteurs déposer bilan. C'est pour ça que tu vois les agriculteurs gréver, parce que les normes aujourd'hui sont drastiques. Parce qu'aujourd'hui, ici en Europe, ils ont atteint leur seuil, ils ont dépassé le seuil d'azote dans l'atmosphère. Parce qu'il faut comprendre que lorsque tu vas faire l'élevage, lorsque tu vas faire l'agriculture, l'engrais que tu vas verser, le NPK que tu verses, c'est de l'azote. Et cet azote-là, comme je t'ai expliqué, comme ils sont dans la monoculture, et des fois des céréales, où les sols, il n'y a plus de vie, il n'y a plus des arbres qui peuvent séquestrer cet azote-là, tout cet azote va se retrouver dans les cours d'eau. Et ça fait que ça pollue, c'est-à-dire que les eaux, aujourd'hui en Europe, ils ont dépassé le seuil normal d'azote. Un pays comme l'Hollande a dépassé de très loin son seuil. C'est pour ça qu'en Hollande, ils ont demandé aux agriculteurs et à certains éleveurs de fermer. L'État hollandais va acheter voilà, le fonds de commerce de plusieurs éleveurs et leur faire arrêter leur activité. Parce que le seuil d'azote dans l'atmosphère en Hollande, ils ont explosé. Et quand c'est explosé, c'est un danger voilà, pour la santé voilà, des habitants hollandais. C'est un danger pour même les consommateurs. Donc c'est pour cela qu'il faudra bien penser son modèle. Et moi, la question que je pose donc maintenant chez nous en Afrique, c'est qui contrôle ces normes-là? Qui contrôle que l'agriculteur respecte les normes? Lorsqu'on va te dire que voilà une culture comme la tomate, que la tomate est rentable, quel est l'organisme qui fixe le taux, qui fixe le taux d'utilisation des produits, des différents produits, des différents intrants? L'agriculteur a abandonné à lui-même. Il cherche la rentabilité, il cherche le rendement, il pompe les produits comme il veut ou comme il peut. S'il a un grossiste qui va acheter ces produits, admettons, le grossiste lui dit je veux les produits. Même si le gars a pompé les produits la veille, il va vendre. Qui c'est qui vient contrôler ça? Qui contrôle la durée de rémanence des produits? C'est pareil pour l'élevage. Qui c'est qui vient contrôler, c'est-à-dire que la biosécurité? Les gars mettent les vaccins, mettent des doses de vaccins à tort et à travers. Qui vient contrôler? C'est pour ça que je te dis que l'agriculture industrielle en Afrique, telle que nous la pensons, et ceux qui veulent faire le copier-coller, si vous voulez aller faire l'agriculture comme les Occidentaux, vous mourrez dans le film. Pour beaucoup d'éleveurs, pour beaucoup d'agriculteurs, les normes telles que c'est imposé ici en Europe, beaucoup déposent bilan. Qui respecte les normes biosécuritaires? Les fermes qui sont en Afrique, ici en Europe, on confisque les sujets et même les éleveurs, on les met en prison.
est-ce que les normes sont respectées? Donc, tu vas donc faire l'agriculture industrielle et l'élevage industriel. C'est pour vendre à qui? Tu vas vouloir vendre en Occident, nos produits ne pourront jamais traverser l'Occident. Parce qu'en Occident, c'est hautement normé. Il y a des normes. Et eux, ici, ils sont en train de voir comment, en 2030, ils vont, c'est-à-dire que réduire de moitié l'utilisation de pesticides, l'utilisation des engrais, l'utilisation de la mécanique, et qu'en 2050, comment sortir complètement de tout ça? Parce qu'il y a des dégâts. Mais pendant ce temps, nous, on ne pense pas, on ne fait pas de recherche, on veut, c'est-à-dire qu'aller faire du copier-coller, et sans comprendre que l'agriculture, c'est selon, c'est-à-dire que les sols occidentaux et les sols, je veux dire, d'Afrique, ce n'est pas pareil. Nous sommes dans un climat, c'est-à-dire que chaud et humide, où les bactéries sont en activité. On n'a pas besoin de venir retourner nos sols. Donc le meilleur modèle qu'on se doit d'utiliser ici, c'est le modèle d'agroforesterie. Agroforesterie en association avec les végétaux. Donc, tu as tes arbres, les arbres que tu plantes, et dans les interlignes, tu mets les cultures. Et la meilleure façon d'amender, tu amendes avec des engrais organiques. Il faut comprendre ici que tu n'as pas besoin, voilà, comme je t'ai dit que l'agriculture n'est pas faite pour être pratiquée de façon industrielle, elle est faite pour être pratiquée avec du vivant. Comprendre ici que ton sol n'a pas besoin que des NPK, n'a pas besoin d'engrais de synthèse. Ton sol a plus besoin de carbone. Ton sol a plus besoin de carbone. Comprendre ici que les éléments qui permettent en sorte que ta plante s'épanouisse, c'est quoi? C'est la lumière, le soleil. On a le soleil à gogo. C'est l'eau. On a la pluie. Tu peux aussi adapter aujourd'hui un système d'irrigation tel que voilà, des puits aménagés où tu peux aller faire ta plantation à côté d'un cours d'eau. On est tellement bien desservi en termes de cours d'eau. C'est l'oxygène. L'air est composé d'oxygène. C'est l'azote. L'air est composé d'azote. C'est ça la science, les gars. Il faut maîtriser ça. L'air est composé d'azote. Et comprendre aujourd'hui que la plante est capable de séquestrer l'azote. On a des légumineuses qui séquestrent l'azote. Tu as les arachides, tu as le haricot, tu as le soja, tu as tous ces légumineuses-là séquestrent l'azote. Donc tu vois que quand tu sais, quand tu as la science, c'est de savoir maintenant associer tes cultures. Lorsque tu associes ces cultures-là, les feuilles qui tombent, les branches mortes qui tombent, tes racines qui pourrissent, ça nourrit, c'est-à-dire que la microfaune et la macrofaune. Les fruits que tu vas récolter, les résidus des légumineuses qui vont rester, tu vas enrichir ton sol. C'est de continuer à pailler le sol. Tu pailles ton sol afin de pouvoir éviter l'évapotranspiration. Parce qu'il faut comprendre que le sol aussi respire. L'eau qui est dans la nappe phréatique va s'évaporer. Donc, comment faire pour limiter cette évapotranspiration? C'est en paillant le sol. Comprendre que le sol ne doit pas rester nu. Donc, il ne faut pas laisser les sols vides. Il faut toujours mettre des végétaux afin de pouvoir bénéficier de ces rayons du soleil-là. Afin de créer la photosynthèse, cette photosynthèse qui va créer la sève, cette sève qui va nourrir ta plante, nourrir aussi, c'est-à-dire que les macro-éléments qui sont là, les champignons. Cette plante qui va lorsque tu vas récolter, les résidus vont se transformer maintenant en engrais organique. C'est la science, les gars. Voilà comment tu mets un système qui ne dépend pas du tout de la chimie et qui te donne des fruits et des légumes de qualité qui nourrit, c'est-à-dire que la population, cette population qui pourra vivre longtemps sans aller dépenser, c'est-à-dire en achetant les médicaments de synthèse. Tu pourras avoir un sol vivant parce que la microfaune et la macrofaune, c'est-à-dire que tu seras nourri par la matière organique. Tu pourras avoir, c'est-à-dire un sol de qualité parce que ton rôle, c'est de continuer à augmenter ton taux de matière organique. Le taux de matière organique ici, c'est quoi? C'est
la terre noire, la terre arabe qu'on appelle. Tu sauras, c'est-à-dire que tu pourras être compétitif partout, tu pourras vendre des produits partout, parce qu'il faut comprendre aujourd'hui que si tu vas produire de façon industrielle, tes produits ne vont jamais arriver en Occident. Parce qu'en Occident, ils ont mis les normes. Et aujourd'hui, ces normes-là sont des systèmes aussi mis de façon technique pour faire du protectionnisme. On est là, on parle d'un monde de libre-échange. Mais c'est un monde dans lequel aussi, où il y a beaucoup de protectionnisme. Eux, ils ont mis leurs normes. On va vous demander d'aller produire tel que l'ananas. Tu vas aller produire l'ananas. Mais sur quelle norme? On produit l'ananas, mais est-ce que nous avons des unités de transformation d'ananas? Nous avons des unités, non. On va faire des produits de rente parce qu'on va vendre en Occident. Mais si on va faire des produits de rente sans respecter les normes, du jour au lendemain, tu vas aller produire 20 hectares, 50, 100 hectares d'ananas. Et lors d'un contrôle, on te fait comprendre que ton ananas ne respecte pas les normes européennes, par exemple, ou occidentales. Voilà comment tu paies tout. On va te dire de produire le cacao. Les mêmes aujourd'hui qui sont en train de mettre les normes, qui sont là en train de réfléchir, c'est-à-dire à comment réduire, c'est-à-dire à lutter contre le changement climatique. Tu vas aller produire ton cacao, les mêmes viendront te dire que non, ton cacao ne respecte pas les normes environnementales parce que tu as battu tous les arbres. Tu vas aller produire le soja. On viendra te dire que non, ton soja ne respecte pas les normes environnementales parce que tu détruis la biodiversité, parce que tu as déforesté, parce que tu as trop mis des produits chimiques. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà comment tu vas déposer bilan. Et tu es dans un milieu où ton pays ne t'accompagne pas. Les États n'accompagnent pas. Il n'y a pas de subvention, il n'y a pas d'aide. Tu vas aller faire avec l'élevage de façon intensive, industrielle. On te sort la même chose parce qu'on va te dire que non, la façon dont tu élèves ne respecte pas avec la biosécurité. Et que, imagine même seulement un seul instant, avec les différents virus qui sont là. Lorsqu'il y a grippe aviaire, tu as par exemple fait un bâtiment de façon industrielle, tu as respecté les normes, tu as dépensé près d'1 million d'euros pour pouvoir faire la chose. Tu as peut-être 100 000 sujets là-dedans. Et qu'il y a grippe aviaire, et on te demande de tout détruire. Comment tu fais pour te relever? Comment tu fais pour te relever? Quand tu sais que la matière première, tous les intrants, on n'a pas le contrôle, tous les intrants, tu les as achetés. Ton coût d'installation t'a coûté 1 milliard, t'a coûté 1 million d'euros. Ton coût de production, t'as dit que t'as coûté les yeux de la tête. Et que là, il y a un coup du grippe aviaire. Tu dois tout détruire. Tu fais comment? Tu n'es pas accompagné. Tu fais comment? C'est comme ça qu'on se doit de penser. C'est pour ça que je dis que l'agriculture industrielle n'est pas faite pour les pauvres, comme je dis d'habitude. L'agriculture n'est pas faite pour les pauvres. Or, avec le modèle d'association de culture, le modèle d'agroforesterie, tu commences doucement. Tu associes les arbres. Tu mets ton champ de poivrier.